Vous l'avez dit ce matin, on avait une journée extrêmement riche. Vous l'avez vu sur la matinée, elle l'était, riche. On a eu beaucoup de contenu dense, d'intervenants. Ça sera également le cas cet après-midi. On va s'adapter. On est dans un monde où l'adaptation est importante et on l'a pratiqué depuis quelques jours et encore aujourd'hui. Donc on aura deux intervenants en visio que vous verrez pendant cet après-midi et tous les autres qui seront ici sur scène avec nous. Il y aura une petite pause au milieu de l'après-midi. Alors là, il faudra bien tenir le timing de la pause parce que on reprendra nos échanges au bout d'une demi-heure. Voilà, on va redémarrer justement cet échange et cet après-midi où on va maintenant entrer dans le cœur de la présentation d'un certain nombre de projets. Vous allez le voir, certains qui existent depuis longtemps pour quelques-uns, d'autres également anciens, d'autres beaucoup plus récents, innovants, voire précurseurs. Et autour de ces projets, on va commencer à aborder la notion de l'acceptabilité du grand public. Plus ça va, plus on arrive à un tournant, on l'a évoqué ce matin, d'accélération de tous les projets hydrogène. Et qui dit accélération dit l'entrée des projets très concrets dans la vie active des habitants, dans le quotidien du grand public, ce qui sous-entend des nécessités d'information, de communication, de pédagogie et parfois d'usage, de conflits d'usage, d'acceptabilité de ces techniques, de ces projets ou de l'hydrogène d'une manière générale. C'est un peu ce qu'on va démarrer, ce qu'on va commencer à voir avec vous, Stéphanie Paysan. Vous êtes directrice de la communication de France Hydrogène et on va commencer cet après-midi par un petit film que vous avez réalisé. Pourquoi vous l'avez réalisé et qu'est-ce qu'il nous raconte, ce petit film? Oui, bah, effectivement, on va commencer par ce petit film qui va introduire notre session, donc Parlons hydrogène. Alors, Parlons hydrogène, jusqu'à maintenant, ce sont plutôt les acteurs de la filière hydrogène qui s'adressent aux acteurs de la filière. On est très dans l'entre-soi, puisque l'hydrogène a besoin d'abord de trouver ses marchés pour se développer. Et donc, la filière s'adresse peu encore au grand public. Et pourtant, l'hydrogène rentre dans la vie des Français, puisque certains d'entre eux prennent des bus à hydrogène à Pau, au Mans et bientôt à Rouen, bien sûr. Mais certains d'entre eux prennent également des taxis en région Île-de-France. Et puis bientôt, on pourra prendre des trains à hydrogène. Donc c'est vrai que l'hydrogène rentre dans le quotidien des Français, mais qu'est-ce que le grand public sait exactement ou connaît de l'hydrogène? Pour introduire cette session, on a souhaité réaliser un petit micro-trottoir tout simplement en allant les interroger dans la rue et on va voir que certains sont plutôt bien éclairés sur les enjeux de la filière. Écoutez, on regarde et on démarre notre après-midi avec ce micro-trottoir. L'hydrogène est en pleine expansion, c'est une énergie pleine de promesses. Pour autant, qu'est-ce que la population connaît de cette énergie? Quelle idée les gens se font de l'hydrogène? Nous sommes allés les interroger, suivez-moi. Je comprends pas du tout comment ça marche. Hydro, je sais pas, c'est en lien avec l'eau, donc voilà. Alors l'hydrogène, c'est la molécule. C'est un gaz. Quel type de gaz? Vous savez, j'ai laissé ces études il y a longtemps. C'est dans l'eau, non? Bien sûr. C'est une ressource infinie. Oui, mais il faut séparer l'hydrogène et le récupérer déjà. Donc il faut de l'énergie pour ça. Il y a plusieurs couleurs d'hydrogène, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a plusieurs caractéristiques de production. Oui. Quand on dit hydrogène, à quoi tu penses? Alors moi j'ai déjà entendu parler des voitures à hydrogène. Oui, on a plein de bus qui roulent à l'hydrogène en ce moment. L'hydrogène, c'est probablement une très bonne solution pour des trains, des poids lourds, des trucs lourds. Airbus travaille sur des avions hydrogène, mais uniquement pour des courts courriers, parce que c'est toujours le même problème, c'est que l'hydrogène, il faut des gros réservoirs. Je sais pas du tout comment ça marche, mais je sais que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont inventé une bombe à l'hydrogène. La bombe H? Difficile à dire. Il y aura peut-être autre chose, je ne sais pas. Après, c'est une volonté. Du pétrole, il y en a encore pour plus de 100 ans aujourd'hui, donc on n'est pas pressé.
Je pense que c'est le moyen le plus efficace aujourd'hui qu'on a pour stocker en grande quantité d'électricité, parce qu'on n'a pas encore trouvé vraiment le procédé miracle. Pour développer ces technologies, forcément, il y a un bilan carbone aussi, et ça, on n'y pense pas. Donc, faut voir tout ce qui est mis en place pour développer ces technologies, parce que je pense qu'il y en a plein de différentes. Que ça rejette de l'eau et c'est pas très polluant, mais effectivement, il faudrait revoir les moyens de production de l'hydrogène derrière, quoi. Il faut quand même arriver à produire de l'hydrogène de manière verte, parce que ça ne sert à rien de produire de l'hydrogène si on arrive à le produire qu'avec des énergies carbonées. Il faut changer la mentalité des gens et changer l'industrie aussi. Eh bien, visiblement, le grand public connaît plutôt bien cette petite molécule promise à un grand avenir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la brochure de France Hydrogène. À bientôt. Voilà, brochure effectivement que vous pouvez trouver ici et effectivement on s'aperçoit que le grand public connaît assez bien, en tout cas adresse assez bien les différentes questions liées à l'hydrogène sans toujours forcément apporter les réponses. C'est du travail pour vous dans les années à venir. Tout à fait. Et on voit qu'effectivement l'enjeu de la production d'hydrogène que l'on souhaite renouvelable ou bas carbone ressort bien dans ce petit micro-trottoir. Et puis bien sûr, les usages de mobilité qui sont ce que les citoyens peuvent toucher du doigt assez rapidement. Mais je crois que nos intervenants vont en parler ensuite. Merci en tout cas à vous, Stéphanie Paysan, d'avoir démarré cette séquence de l'après-midi avec une salle qui se remplit peu à peu. Vous allez voir qu'on va faire le plein d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je le disais, on s'adapte. Il devait être avec nous, mais les exigences sanitaires en ont décidé autrement. On a tous appris depuis 3 ans maintenant à utiliser, à fonctionner en visio et on les a remises en service. Et on doit être en ligne avec vous, Paul de Braquilange. Est-ce que la liaison... Oui, Paul. Oui, bonjour Jean, vous m'entendez? Bonjour Paul. Oui, on vous entend parfaitement. Vous aussi, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Bon, eh bien, c'est pas grave parce que ce que vous avez à dire est beaucoup plus important que ce que j'ai à dire moi. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Vous êtes responsable des relations institutionnelles nationales chez Terega. Et on vient de voir un petit film là de la filière France Hydrogène sur la façon dont le grand public aujourd'hui réagissait, se questionnait sur la technologie et les usages de l'hydrogène. On est désormais au temps où l'hydrogène va sortir, on l'a vu, de la seule sphère des scientifiques, des chercheurs, des industriels, des élus pour intégrer la population, le quotidien des gens avec ces nouveaux usages. C'est quelque chose que vous avez décidé d'observer chez Terega avec une étude pluriannuelle donc qui est appelée à devenir baromètre que vous menez depuis 2 ans maintenant. Exactement. Alors merci, en effet, merci à tous et merci de me recevoir. C'est vrai que j'aurais souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais les exigences sanitaires, comme vous l'avez rappelé, m'ont contraint à rester chez moi et ce n'était pas prévu. Mais je vais essayer de le faire au mieux à distance. Mais en effet, comme vous l'avez dit, le Terega a décidé de mener à bien année après année ce baromètre avec Harris Interactive. Donc Harris Interactive qu'on n'a plus besoin de présenter, mais Terega peut-être brièvement pour nos amis du nord de la France, est en fait un opérateur de transport et de gaz, de transport et de stockage de gaz pardon, dans le sud-ouest. Donc on opère à peu près 16% du réseau de transport de gaz, donc à haute pression. Pour donner notre homologue local du côté de Rouen, c'est GRT Gaz, que vous connaissez peut-être mieux dans le Nord. On est également stockeur, donc on stocke à peu près 6,5 gigamètres cubes de gaz dans le sud-ouest. Donc c'est à peu près 26% des capacités totales de la France, qui sont très sollicitées en ce moment pour des raisons qu'on connaît tous sur les questions de souveraineté énergétique. Et c'est une entreprise qui est parfaitement privée et qui génère un chiffre d'affaires d'à peu près 500 millions d'euros et qui est très portée sur la recherche et l'innovation aussi. On a un peu plus de 5 millions, à peu près 5 millions d'euros qui sont dédiés à ça sur une cinquantaine de projets R&I l'année. On est 650, donc c'est une ETI encore. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à lancer ce baromètre, à aller rechercher justement l'avis, l'opinion des habitants de vos territoires? Eh ben, c'est tout simplement le fait que le sondage n'existait pas. On avait besoin aussi d'avoir, nous aussi, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, c'est vrai que la filière s'adresse à la filière, on avait besoin aussi de mesurer un peu l'impact dans le grand public. Et donc, comme on a aussi ce rôle en tant qu'opérateur de transport, de
travail sur ces questions-là, on voulait savoir un peu quelles étaient les orientations et les avis en fait, du grand public sur la question de l'hydrogène. Je vais vous partager ma présentation si on m'autorise à le faire. Il me faut l'autorisation du partage pour le faire et je vous présenterai exactement en détail quelques planches qui résument un peu en fait, les grands enseignements de cette étude. Alors, je pense que vous avez l'autorisation de partage maintenant et ça doit fonctionner. Alors, dites-moi si vous voyez l'écran, ça risque. C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez? On vous voit et on vous entend. On voit votre présentation et on vous entend. Parfait. Parce que dès que je mets la présentation, ça coupe le son. Je l'ai découvert tout à l'heure. Donc, comme je le disais, en fait, ce sondage était inexistant et on avait besoin d'avoir un peu cette vision, nous, pour affiner notre action en tant que transporteur de gaz. L'hydrogène pouvant être à gaz aussi, hein, pouvant se transporter comme gaz, on avait aussi besoin d'avoir une vision sur l'avenir de nos infrastructures, faire en sorte que le réseau qui existe de transport pouvait potentiellement être réaffecté ou un réseau parallèle, un nouveau réseau, des adaptations sur ce réseau pour savoir quelles étaient l'opinion du grand public sur l'hydrogène. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. On en a fait une première en mai 2021. Cette année, on l'a faite un peu plus tôt, parce qu'il y avait un contexte qui a échappé à personne d'élection présidentielle. Et donc, c'était intéressant pour nous de le sortir avant. Donc, il a été fait en janvier et pas février. L'idée étant d'avoir certains éléments aussi pour pouvoir peser potentiellement dans la campagne présidentielle, sans évidemment anticiper le fait que le président de la Fédération de Russie déclare la guerre et coupe les robinets de Gazprom. Et qui crée du coup une autre tension, une nouvelle sur le secteur énergétique et qui a aussi beaucoup rythmé la campagne politique. Le fait d'avoir deux éditions nous permet, comme vous l'avez dit Jean-Marc, d'avoir une vision un peu de baromètre et comme on compte le reproduire année après année, on pourra affiner cette vision-là. Cette année, les enseignements nous permettent déjà de tracer des tendances, des évolutions qui sont intéressantes à noter pour nous. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que, en fait, pour entrer dans le sujet de l'hydrogène, l'étude, le baromètre, a voulu en fait commencer à traiter la question par l'énergie de manière générale et les énergies renouvelables. Et donc, on voit dans les premières questions que les Français sont de moins en moins optimistes. Et je le rappelle, c'était avant la crise en Ukraine, mais on était déjà dans un contexte de reprise post-Covid avec des tensions sur le marché de l'énergie, notamment gazière. Donc, on voit que cette question interpellait déjà les Français à l'époque et les risques d'atteindre des objectifs de transition énergétique étaient déjà pointés du doigt. Il y avait également un autre point qui était important et je pense qu'on l'a un peu entendu dans le micro-trottoir qui est passé juste avant, c'est qu'il y a encore besoin de faire de la pédagogie au grand public sur les enjeux énergétiques. C'est une nécessité qu'on continue à faire et qu'on continuera à faire. Alors, on est conscient que le monde de l'énergie est un monde à part entière, mais en effet, on voit certaines méconnaissances sur le sujet de l'énergie qui sont tout à fait entendables, mais qu'il faut potentiellement travailler pour partager davantage d'informations au grand public. Et en revanche, après, quand on arrive sur les questions plus précises, de la thématique hydrogène, on voit que l'hydrogène est considéré un peu comme une solution, je dirais pas miracle, mais qui répondrait à certaines craintes des Français, notamment sur la souveraineté énergétique et sur la précarité énergétique, qui est un point qui est revenu assez fréquemment. Alors avant de passer sur la slide suivante, juste je vous ai mis en lien là, sur le flashcode le lien vers le baromètre. Alors en effet, je ne l'ai pas mis sur chaque slide et donc si vous voulez le prendre, je ne sais pas si c'est faisable depuis la salle, mais c'est maintenant ou jamais. Sinon, il faudra retourner sur le site de Terega, vous retrouverez sans souci. Et sinon, pardon ? De toute façon, nous mettrons toutes les présentations en ligne à l'issue de ces journées hydrogène. Nous mettrons toutes les présentations en ligne sur le site des journées et donc on pourra retrouver ce flashcode et le lien vers les résultats complets de votre baromètre. Parfait. Et donc, je ne sais pas si vous m'entendez encore, parce qu'il y a eu un souci de son, mais ce que je disais, c'est qu'on avait aussi, cette enquête a été réalisée, comme je disais, en fin janvier, sur un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes, avec une méthode de quota et de redressement classique sur le sexe, les âges, les catégories socio-professionnelles et les régions des différents interviewés. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que j'ai un souci de son. D'accord, parfait, très bien. Alors, les principaux enseignements, donc. Alors, les principaux enseignements. Alors, évidemment,
la première question est plutôt, enfin les premières questions étaient plutôt orientées autour de la connaissance de l'hydrogène. Et on constate qu'il y a quand même une évolution par rapport à l'an dernier. On passe de 79 à 95%, donc c'est léger mais c'est significatif. Et en tout cas, l'évolution se fait dans le bon sens selon nous. On constate cependant que la moitié connaissent l'hydrogène mais ne savent pas précisément de quoi on parle quand on parle d'hydrogène. Simplement 34% sont en mesure de dire qu'ils savent précisément de quoi on parle. Mais c'est à mettre en balance parce que 34%, c'est comme le double des gens qui répondent non à la question quand on leur demande s'ils connaissent ce que l'hydrogène. Ce qu'on peut également dire, c'est que les Français, de manière générale, ont une très bonne opinion de l'hydrogène, plutôt bonne. En fait, elle se situe sur le podium, les deux premières étant l'hydraulique et le solaire, quand on parle des énergies renouvelables, genre. Et c'est à mettre aussi en parallèle avec le nucléaire, puisque le nucléaire, simplement 51% des Français répondent avoir une bonne opinion de cette énergie-là. Par contre, ils sont une large majorité à répondre concernant le nucléaire que c'est une énergie indispensable, en tout cas c'est un procédé indispensable pour répondre aux besoins et au mix énergétique français. Donc en fait, rien que sur cette question-là, on voit l'ambivalence des Français sur la question du nucléaire et qui est assez significative là, dans la question. Et quand on la positionne à côté de l'hydrogène, on voit que le sujet n'est pas du tout là, c'est plus une question de connaissance qu'une question d'opinion favorable ou négative. Il y a deux autres énergies renouvelables aussi qui passent un peu sous le radar, dont une qui nous concerne un peu plus, nous, Terragas, c'est le biométhane, l'autre étant la géothermie, qui sont encore très mal connues de la population française. Et on voit en fait que ce sont des énergies qui sont reléguées très bas dans le tableau des perceptions positives sur les énergies renouvelables, alors que pourtant, elles n'ont pas de. Enfin, il n'y a pas de problème d'acceptabilité aussi fort que le nucléaire, même s'il en existe, comme il en existe pour chacune des énergies renouvelables. Et ce que je disais aussi, c'est que la connaissance de l'hydrogène, et je peux le mettre sur la slide suivante, c'est surtout lié en fait au coût de l'énergie en général en France et au coût du mix énergétique et à la capacité d'atteindre la neutralité carbone. Là, si on va plus dans le détail, là, je ne parle pas simplement de la connaissance de l'hydrogène, mais l'opinion, si elle est plutôt bonne ou mauvaise. Ce qui est surprenant, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais c'est qu'il y a quand même 35% des gens qui ne préfèrent ne pas répondre à la question en admettant ne pas connaître suffisamment l'hydrogène pour pouvoir avoir un avis bon ou mauvais sur la question, ce qui est plutôt surprenant. En tout cas, c'est à mon avis, à mon sens positif de préférer se taire que de dire une bêtise. Et on a quand même 58% de bonnes opinions, dont 19 de très bonnes, ce qui est une augmentation de 5 points. Et en fait, quand on compare, simplement les mauvaises sont très minimes, il n'y en a que 7% finalement de gens qui ont une mauvaise opinion de l'hydrogène et sont plutôt des personnes jeunes et de catégories socio-professionnelles inférieures. Et là, même là, le recul est notable et on trouve de très mauvaises opinions que pour 1% des interrogés, ce qui est quand même intéressant pour nous. On voit que les tendances sont plutôt dans le bon sens, dans notre sens, c'est-à-dire que la bonne opinion augmente et les mauvaises opinions diminuent. Dernier renseignement, donc. Pardon ? Dernier renseignement donc de votre étude. Oui, alors là on a essayé plutôt de qualifier quels étaient les points d'attente en fait concernant l'hydrogène et là c'est assez intéressant. On essaie de qualifier en fait l'hydrogène et on constate que 87% estiment que c'est une énergie d'avenir et que c'est une énergie propre dans des proportions à peu près similaires entre les correspond très bien et les correspond plutôt bien. On a une part très faible en fait d'avis négatifs sur ces points-là. Pareil pour la réduction des émissions de carbone et pour le caractère renouvelable de l'hydrogène, ce qui indique aussi peut-être les préférences sur la qualité de production de l'hydrogène. Il y a deux points qui sont intéressants, c'est que la part d'interrogés qui estiment que l'hydrogène est une énergie dangereuse, elle diminue drastiquement, on passe de 49% à 36%. Donc finalement, on est plutôt, là aussi, c'est plutôt intéressant comme évolution, c'est que finalement, ils sont assez peu à considérer dangereux par rapport à ce que ça pouvait l'être, ce que ça peut représenter dans l'opinion publique ou en tout cas dans l'image qu'on en a dans la profession quand on se demande ce que l'opinion publique pense de la dangerosité de l'hydrogène. Et un autre point intéressant, c'est qu'ils estiment également, et là je m'adresse peut-être plus aux élus qui sont peut-être dans l'Assemblée ou en tout cas les élus des collectivités territoriales qui s'imprègnent du sujet en ce moment et qu'on le voit le refléter dans leur STRADET, dans leur PCT, dans certaines grandes agglomérations qui commencent à développer le Phébus ou comme c'est le cas dans plusieurs bassins actuellement en France, c'est que 40% estiment que les pouvoirs publics s'investissent suffisamment sur les il y a 60% qui estiment que c'est pas le cas.
Et ce qui est assez surprenant à mon sens quand on voit l'évolution en fait de la manière dont le sujet est traité au niveau du gouvernement, quand on pense au plan Hulot et aux 9 milliards qui sont annoncés maintenant, quand on pense à ce qui est fait avec l'Union européenne aussi, avec les différents scénarios qui sont projetés sur l'hydrogène, c'est assez surprenant. Mais ça montre qu'il y a encore un travail au niveau local d'enseignement, de pédagogie à faire sur cette question-là. Et encore une fois, il y a un autre point qui, moi, m'intéresse plus, c'est ce qui se retrouve entre les plutôt positifs et plutôt négatifs, c'est le point économique qui est disponible en grande quantité. On arrive à 70%, à peu près 75%, ce qui montre qu'il y a quand même deux enjeux principaux sur lesquels il faut qu'on avance, c'est les business models, et donc c'est le caractère économique de l'hydrogène, parce que beaucoup pensent que ça l'est, et on voit encore les développeurs de projets, on le sait, le plus dur aujourd'hui, c'est aussi de lancer cette économie de l'hydrogène pour arriver à des coûts qui soient tout à fait entendables par rapport aux coûts qu'on connaît sur les énergies fossiles. Donc là, il y a un travail à faire et disponible en grande quantité. Ça aussi s'interroge sur la qualité de la ressource en énergie primaire et donc la ressource en eau et la ressource en électricité si c'est fait par électrolyse. Donc c'est deux points sur lesquels je pense qu'il faut qu'on fasse aussi de la pédagogie, même si pour l'instant l'opinion est plutôt favorable. Je pense qu'il y a deux points à creuser sur ces questions-là. Un mot de conclusion, peut-être de synthèse. Je rappelle que c'est effectivement un extrait, hein, le baromètre et le chantier de l'étude, le terrain est beaucoup plus lourd, d'où l'intérêt d'aller visualiser grâce au flashcode l'étude complète. Mais là, vous avez une petite synthèse finalement de ce baromètre pour cette deuxième année. Oui, voilà, une petite infographie finale pour reprendre les points saillants. Alors, ça dépasse simplement l'hydrogène. L'hydrogène est plutôt dans la partie basse du sujet, enfin de l'infographie. On voit quand même, et c'est intéressant, mais au-delà de l'hydrogène, que 87% des Français déclarent que la facture d'énergie a augmenté cette année. Et je rappelle que ça a été fait avant la guerre en Ukraine. Donc, on peut imaginer qu'ils seraient encore plus nombreux à répondre et que c'est une augmentation de 10% et qu'ils estiment également que que l'énergie est devenue chère en France. Et donc l'hydrogène répond à cette question de la souveraineté énergétique en France. Et là, ça rappelle les chiffres, là, sur la partie du bas, que l'hydrogène est sur le podium. Et un autre point intéressant qui mérite d'être soulevé, c'est que 90%, donc plus de 5%, estiment que le développement et le travail sur la recherche dans l'hydrogène est une bonne chose et qu'il faut continuer là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, ils estiment, enfin les Français qui ont répondu estiment que l'objectif est aussi de démocratiser le développement de l'hydrogène et pas simplement pour des usages industriels comme on peut les imaginer dans des gros hubs industriels comme c'est le cas à Rouen, c'était le cas à Dunkerque l'an dernier, on avait des applications qui étaient évidentes sur des gros bassins industriels, mais les Français attendent aussi l'arrivée de l'hydrogène dans leur quotidien, donc au-delà de la mobilité, mais aussi dans l'alimentation des logements, dans l'activité d'entreprise, donc quelque chose qui serait plus similaire à une appropriation de l'hydrogène comme on la connaît aujourd'hui dans le gaz naturel. Voilà, et donc je vous laisse prendre connaissance de ces chiffres, mais il y en a un qui était intéressant aussi, c'est le fait de savoir que 60% pensaient que les questions de l'énergie n'étaient pas suffisamment évoquées dans les médias. Donc là, je pense que cette question pourrait être posée et la réponse serait différente, mais avant le vote, 60% pensaient qu'il aurait fallu en parler plus et 68 expliquaient que ce serait un choix déterminant ou en tout cas un choix important dans leur vote. Merci Paul de Braquillange, merci d'abord de vous être adapté et de nous avoir rejoint en visio. Merci pour cette étude et je le répète, l'effet baromètre et la récurrence que vous allez donner à cette étude nous intéressera. On suivra ça dans les années à venir, c'est-à-dire que plus effectivement vous allez faire avancer ce terrain et plus la richesse des informations qu'il contient pourra intéresser les participants de ces journées hydrogène. Merci à vous et à très bientôt, peut-être aux prochaines journées hydrogène en vrai. J'espère. En vrai, on sera ravis de vous accueillir. En tout cas, je ferai tout pour être là, c'est certain. Merci à vous. Alors, vous parliez des nouveaux usages, bonne journée à vous, des nouveaux usages du quotidien, c'est ce qu'on va regarder. Alors, nouveaux usages, je ne sais pas s'ils sont tous nouveaux, on va le voir, mais c'est ce qu'on va voir avec vous, Emmanuel Edeline. Je vais vous demander de me rejoindre et Pierre Fillon également. Je vais vous demander tous les deux de me rejoindre sur l'estrade pour qu'effectivement on puisse parler de ces usages. On va parler d'usages historiques et d'innovations récentes. Avec vous, Pierre Fillon, vous êtes président de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Je reviendrai vers vous tout de suite après. Et je me tourne vers vous, Emmanuel Edeline. Vous êtes responsable des programmes futurs chez Ariane Group.
allez-y, prenez un micro. Sur le site, le site de Vernon, qu'on connaît bien effectivement dans la région. Et le moins qu'on puisse dire, quand on parle d'usage, on va normalement vous le brancher, vous allez être audible. Lorsqu'on parle d'usage de l'hydrogène, ce n'est pas quelque chose que vous découvrez sur le site de Vernon et chez Ariane Group en général. C'est plusieurs dizaines d'années d'expérience et d'expérimentation, je dirais, autour de l'hydrogène. Oui, effectivement, le site Ariane Group de Vernon, c'est le site où a été développé l'ensemble des systèmes propulsifs hydrogène d'Ariane. Il faut savoir qu'Ariane fonctionne à l'hydrogène liquide depuis plus de 40 ans, depuis le premier vol. Sur Ariane 1, il y avait un système de propulsion hydrogène sur l'étage supérieur. Ce qui a donné en fait toute la performance d'Ariane, c'est ce système hydrogène. C'est pour ça qu'Ariane a conquis des marchés contre toute attente sur Ariane 1 et 4. Et sur Ariane 5, on a renforcé encore cette capacité en passant l'étage principal aussi en hydrogène. Ce qui veut dire qu'à chaque vol, sur Ariane 5, on emporte 25 tonnes d'hydrogène liquide qui fait fonctionner l'étage principal et l'étage supérieur. Et sur Ariane 6, il en sera de même, avec en plus un troisième système. Alors déjà, sur l'étage supérieur, un moteur de nouvelle génération qui va permettre de donner une grande flexibilité, une grande performance à Ariane 6. Mais en plus, un troisième système propulsif hydrogène, ce qu'on appelle l'APU. Ce système-là, c'est un peu la petite mobilette qui permet aux lanceurs de déposer des constellations de satellites, chaque satellite étant mis sur l'orbite bien optimisée. Voilà. Donc c'est véritablement l'hydrogène qui fait depuis le début d'Ariane la compétitivité d'Ariane. Alors concrètement, comment ça s'est traduit au-delà effectivement de l'utilisation pour la propulsion? Qu'est-ce que vous avez été amené à imaginer, à inventer, à tester, à déployer sur l'ensemble de vos installations? Alors c'est énormément d'investissements qui sont faits depuis plus de 50 ans d'ailleurs, parce que les premiers investissements dans le domaine de l'hydrogène liquide remontent, alors c'était pas à Vernon, mais ensuite ça a été transféré à Vernon au démarrage du programme Ariane. Donc c'est presque 60 ans de développement de systèmes propulsifs hydrogène. Donc ça nécessite le développement de compétences dans la conception de systèmes, dans la production de systèmes, dans le développement, dans la mise en œuvre, parce qu'il faut mettre en œuvre ces systèmes hydrogène avec la plus grande sûreté. Il faut que l'ensemble du véhicule, mais aussi des installations, etc., soit avec un niveau de sécurité suffisant. Et puis on a développé des moyens d'essai extraordinaires sur le site de Vernon, avec des bancs d'essai moteurs, des bancs d'essai de sous-systèmes, d'équipements, de composants, qui fait que on a beaucoup d'hydrogène, on a plusieurs dizaines de tonnes d'hydrogène liquide sur ce site pour pouvoir, sur les 120 hectares de cette zone d'essai, qui est le plus grand site hydrogène d'Europe, il faut bien voir dans la forêt de Vernon ce qui se cache, eh bien effectivement ce sont des moyens extraordinaires. C'est un patrimoine scientifique et industriel extraordinaire qui se trouve sur le site de Vernon. Et on parle de ce qui a été fait, mais ça continue aujourd'hui et vous êtes constamment toujours en train d'investir, de développer, de déployer des nouveaux investissements, des nouveaux efforts technologiques? Alors, je dirais on est un peu à la croisée des chemins. Il y a un patrimoine scientifique, technologique, industriel qui est exceptionnel. Et quand on a essayé de pousser, alors il y a une vingtaine d'années, l'utilisation d'hydrogène pour la mobilité, dans l'indifférence générale d'ailleurs, eh bien on s'est rendu compte que tout ce patrimoine était d'une grande utilité. Et maintenant que l'envie a tourné et que les gens ont envie de cette mutation vers l'hydrogène, eh bien effectivement on vérifie que toutes ces installations sont extrêmement utiles, que ce soit pour développer des solutions pour la mobilité lourde, alors en particulier l'aviation, le maritime, le fluvial, mais aussi le ferroviaire. Voilà, donc on a ces capacités, on a effectivement l'ambition de les mettre à disposition de cette mutation vers l'hydrogène, vers la décarbonation de l'économie, parce que ce sont des investissements considérables qui ont été faits par la force publique. Et d'une certaine façon, c'est quand même notre rôle d'aller dans ce sens, sachant plus encore que Ariane Group, et ce que je vais dire va résonner fortement dans la période actuelle,
a dans son ADN la sécurité. C'est nous qui faisons les lanceurs de la force stratégique française. L'accès indépendant à l'espace. Et on voit bien que dans la crise actuelle, ce que ça signifie, du point de vue de l'observation militaire en particulier, mais aussi la préservation de notre planète. Et ça fait partie des ambitions d'Ariane Group, et donc de contribuer à la décarbonation de nos sociétés en mettant à disposition tout ce patrimoine. Effectivement, ça fait totalement sens. Donc c'était un peu comme on le voyait ce matin, c'était presque trop tôt il y a 20 ans, vous étiez précurseur et trop en avance pour mettre à disposition d'autres qui n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on a parlé toute la matinée de ce phénomène d'accélération et donc vous offrez un peu, vous cherchez, vous appelez au partenariat, à la mise à disposition justement de votre expérience, de votre expertise, voire de vos infrastructures, jusqu'où ça peut aller. Alors déjà, on le fait en aidant nos maisons mères. Nos maisons mères, c'est Airbus et Safran, dans le développement de l'avion hydrogène. Donc nous sommes déjà effectivement en partenariat avec nos maisons mères pour développer ces solutions. Et puis nous avons déjà développé un certain nombre de partenariats. Nous avons des partenariats en gestation aussi, pour essayer de pousser des solutions d'application essentiellement d'hydrogène liquide, parce que je pense que sur l'hydrogène gazeux, les choses sont bien parties pour la mobilité légère, mais nous on se positionne plutôt sur la partie hydrogène liquide, et en particulier, oui, en mettant à disposition, entre guillemets, parce que nos infrastructures. Alors, à quelle échelle vous le faites? Vous avez parlé de ce que vous faisiez en interne avec votre maison mère, mais également, est-ce que vous collaborez au point de vue régional avec, on a vu que cette hydrogène vallée était en train de se mettre en place au cœur justement de la vallée de la Seine. Est-ce que vous êtes déjà en contact sur des partenariats locaux, régionaux, ou est-ce que vous êtes sur des partenariats à plus large échelle? Alors on a effectivement l'ambition de mettre en place un hub technologique hydrogène sur notre site de Vernon. Hub technologique hydrogène qui va contribuer à la formation. Parce qu'on peut toujours parler d'hydrogène dans cette salle, encore faut-il avoir des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs qui soient formés aux applications de l'hydrogène, la conception de systèmes sécurisés hydrogène, parce que sans sécurité, l'hydrogène, probablement sera amené à de grandes difficultés. Parce que là, concrètement, on en manque ou les filières ne sont pas encore bien structurées? Absolument. Il y a peu de formation typiquement en école d'ingénieur, donc il y a des choses qui se mettent en place. Donc on est en relation étroite avec la région Normandie vis-à-vis de l'initiative SEN, vis-à-vis de la formation de techniciens, d'ingénieurs, d'opérateurs pour les énergies nouvelles et l'hydrogène en particulier. On a une deuxième dimension qui est effectivement contribuée par la mise à disposition de nos moyens d'essai au développement de solutions, aider des entreprises, grandes ou petites, des startups, en faisant des essais en toute sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut passer par une phase d'essai pour qualifier des systèmes hydrogène, et hydrogène liquide en particulier. La troisième dimension, c'est la production d'hydrogène vert, liquide vert, pour nos applications, parce que nous utilisons 200 tonnes d'hydrogène liquide à peu près par an, et nous en utiliserons plus avec les activités nouvelles qui vont venir concernant l'aéronautique et autres. Et donc nous avons cette volonté d'utiliser de l'hydrogène liquide vert, et non pas de l'hydrogène liquide qui vient par camion du nord de l'Europe ou du nord de la France et produit à partir de méthane. Et puis l'autre dimension, c'est d'essayer de pousser des projets régionaux, nationaux, européens. Nous avons construit des partenariats extrêmement forts en Europe pour le développement d'Ariane. C'est un succès européen, Ariane. Et nous avons cette volonté aussi de pousser des partenariats. Voilà, donc cette ambition autour du hub technologique, il est soutenu par la région Normandie. Et à ce titre, nous avons signé un partenariat avec la région Normandie l'année dernière, donc signé par M. Morin, président de la région, et le CEO d'Ariane Group,
Monsieur André Hubert-Roussel. Ce que j'espère, c'est que ce partenariat va donner tous ses fruits et nous allons réussir à créer autour de ce site de Vernon, mais bien au-delà, au niveau de la Normandie, de l'axe Seine, et puis au niveau national et européen, une activité, un élan autour de ce hydrogène. Alors justement, vous parlez de hub, c'est vous qui avez employé le mot. Ce matin, on parlait d'écosystème, on est dans les mêmes appréciations, un appel au partenariat, un appel à la connexion. Est-ce que vous sentez, vous, ce tournant qu'on évoquait un peu ce matin? Beaucoup de gens ont dit c'est le moment. Est-ce qu'on y est, pour reprendre une expression encore entendue ce matin, ou est-ce qu'on n'y est pas encore tout à fait à ce hub? Est-ce que vous êtes encore un peu en avance, ou est-ce que les connexions commencent vraiment à se faire au niveau où vous les attendez, justement? Mais je pense que les connexions, elles sont presque prêtes. Pour reprendre le message de M. de Champ-de-Bâtie, je pense qu'il manque encore des éléments à l'équation. C'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des industriels ont du mal à voir le retour sur investissement que représentent ces projets. Et c'est là, il faut que la force publique, comme elle l'a fait pour Ariane, parce que sans la force publique, Ariane n'existerait pas, je pense qu'il faut que la force publique, dans toutes ses dimensions, régionales, nationales, européennes, joue son rôle à plein, parce qu'aujourd'hui, l'équation n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le retour sur investissement, eh bien, il n'est pas là. Une dernière question peut-être sur notre thème de l'après-midi, qui est l'acceptabilité. Vous disiez que ça faisait effectivement plus de 40 ans qu'Ariane allait dans l'espace. Pourtant, en dehors de la sphère probablement des sachants, on va dire, des ingénieurs, des scientifiques, peut-être des élus, le grand public n'avait probablement pas conscience de ça. Est-ce que là encore, vous le voyez davantage s'intéresser à l'hydrogène, ou est-ce que vous faites davantage d'efforts aujourd'hui justement pour rendre accessible l'utilisation de l'hydrogène, pour communiquer, faire de la pédagogie autour de ça, et peut-être dépasser certaines idées reçues? On l'a vu dans l'enquête, hein, ça va en diminuant et tant mieux, mais il y en a encore certaines qui restent. Est-ce que vous avez des actions fortes en ce sens? C'est justement là où la formation est importante. Et effectivement, on s'est lancé dans des cycles de formation, alors d'abord auprès de l'IT2I, qui est à nos portes, hein, qui est sur le campus de l'espace à Vernon, voilà, tout à fait. Donc on a commencé à mettre en place des cycles de formation et on est prêt à étendre un peu partout, d'abord en Normandie et ailleurs. Je pense que c'est important que les gens aient conscience que c'est un ensemble de technologies derrière les applications de l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne, qui sont parfaitement maîtrisées et qu'on peut les mettre en œuvre en toute sécurité. Et ça, je pense que c'est important. On ne l'a pas toujours fait. On a longtemps été caché dans notre forêt, qui était, je dirais, une ancienne zone militaire, d'une certaine façon. Et effectivement, on a décidé de changer de comportement, justement en faisant la promotion de ces activités hydrogènes, et surtout en faisant de la formation. Il y a une partie information, le vernis sur l'hydrogène, et puis il y a une partie formation. Je pense qu'il faut informer et il faut former de façon à ce qu'on ait, je dirais, les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs qui connaissent la technologie et qui sachent l'appliquer en toute sécurité. C'est le moment, oui. Le développement, oui, mais accompagné par la formation. En tout cas, on a bien entendu le retour d'expérience et puis surtout cette volonté de mettre en place ce hub justement à Vernon et d'accueillir toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'hydrogène autour de partenariats. On va redescendre un peu de l'espace pour revenir sur Terre avec vous, Pierre Fillon. On est ravis de vous accueillir ici. Je le redis, vous êtes le président de l'Automobile Club de l'Ouest qui a en charge d'organiser, alors on pourrait dire d'organiser les 24 heures du Mans. Je fais un petit aparté, mais je pourrais faire des heures avec vous sur le sujet, mais je ne les ferai pas, je vous rassure. On est souvent un peu blasé en France, certains dans le grand public, sur les 24 heures du Mans. On oublie parfois la dimension mythique que peut retenir cette course, voire même cette marque aux quatre coins du monde. Il suffit d'aller aux États-Unis, au Japon et de prononcer Le Mans pour comprendre l'engouement, ou même en Angleterre, pas très loin d'ici. Vous nous le direz, derrière l'ACO et cette vitrine des 24 heures du Mans, il y a tout un tas d'autres activités dont vous avez la charge. Mais pour revenir à notre sujet,
Ça paraît un peu surprenant aujourd'hui de vous voir intervenir dans le domaine de l'hydrogène vis-à-vis de votre position majeure dans la course de l'endurance. Qu'est-ce qui vous a amené au sein de l'ACO à vous intéresser à la technologie hydrogène? Alors vous savez, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Les 24 heures du Mans ont été inventées en 1923, ça va faire bientôt 100 ans puisqu'on fêtera le centenaire l'année prochaine. Et vraiment, le but de cette épreuve imaginée par nos prédécesseurs était de donner aux constructeurs un terrain de jeu pour venir innover, venir tester des technologies et les montrer au grand public. Et depuis 100 ans, on n'a pas changé, l'ADN du Mans est resté comme ça. Les règlements qu'on a faits ont toujours été de faire des règlements dont les technologies soient tout de suite transférables à la voiture de route. Bon, plus récemment, on est tous convaincus maintenant du réchauffement de la planète et il nous fallait aller vers la transition énergétique. Et donc notre leitmotiv maintenant pour l'ACO, c'est vraiment d'être acteur de la mobilité durable. Alors si on fait un tout petit peu d'histoire, on a testé beaucoup d'éléments de sécurité au Mans. Je ne vais pas revenir sur toutes les inventions qui ont été mises au point ou testées au Mans, mais les freins à disque que vous avez sur toutes vos voitures ou sur beaucoup d'engins de mobilité ont été inventés aux 24 heures du Mans. Les phares à iode ont été inventés aux 24 heures du Mans. Plus récemment, on a beaucoup travaillé sur ça a été la performance, puis ensuite les économies d'énergie. Il y a eu l'injection directe qui a été inventée au Mans. Plus récemment, on a été les premiers à mettre l'hybride, qui nous avait permis d'économiser 50% de consommation d'essence. Et puis maintenant, on veut aller vers bien sûr la décarbonation. Notre objectif, c'est en 2030 d'être zéro émission. Faire une course d'endurance avec des batteries, c'était pas simple, parce que s'il faut 30 minutes pour faire le plein, les spectateurs vont pas être très intéressés. Et finalement, pour les grands trajets, on a quand même un petit peu le même problème. Si la voiture à batterie, c'est très bien pour la ville. Sur les grands trajets, c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour nous, l'hydrogène était la solution. Et dès 2015, on a commencé à travailler sur l'hydrogène. Alors peut-être qu'on va revenir sur un des aspects qui est l'aspect qui nous intéresse le plus vis-à-vis du grand public, j'entends, qui est celui de la course automobile, mais vous intervenez, je crois, sur un prisme assez large. Il n'y a pas seulement que le côté motorsport, comme vous l'appelez, il y a également, on parlait de partenariat et de travail avec un écosystème local, c'est tout un plan hydrogène que vous avez déployé au sein de l'ACO. Voilà, tout à fait. Ce plan hydrogène, il repose sur 3 leviers. Donc la partie compétition, et donc là l'objectif, c'est clairement qu'à partir de 2025, on puisse venir gagner la course des 24 heures du Mans avec une voiture à hydrogène contre ce qu'on appelle aujourd'hui les hypercars, qui sont des voitures à moteur thermique hybride. Donc ça, c'est l'objectif principal. Mais on a aussi voulu développer l'écosystème au Mans sur l'hydrogène. C'est la poule et l'œuf, pas de station, pas de véhicule, pas de station. Et donc avec la mairie du Mans, avec la ville du Mans, avec la région des Pays de la Loire, l'ACO a financé une première station qui n'est pas très loin du circuit, qui alimente aujourd'hui un bus à hydrogène. Et on va passer maintenant à la deuxième phase avec une station plus importante. On est aidé par l'ADEME sur ce sujet dans le cadre d'un groupement qui s'appelle H2 West, avec tous les Pays de la Loire. Il y a nos amis de Life dedans qui font partie de ce groupement. Et donc on va avoir une station donc, dans 18 mois qui sera capable d'alimenter 10 bus à hydrogène, des bennes à ordures. Une partie sera ouverte au public. On va commencer à développer des flottes de taxis. On espère convaincre pas mal d'industriels aussi de s'équiper en flotte. Et d'ailleurs, on est fourni en hydrogène vert par Life. Et puis le troisième levier, c'est la promotion d'hydrogène, puisqu'on veut expliquer aux gens. Alors aujourd'hui, tout le monde parle d'hydrogène, mais en 2017, on était un peu seul à en parler. Et donc, on voulait... Avec Ariane, vous étiez deux. Qui en parlait depuis longtemps. Et donc, on a présenté notre projet à la Commission européenne en 2018. Il y avait d'ailleurs les 2 personnes qu'on a vues ce matin. Et la Commission européenne a été très intéressée parce que notre projet, ce n'est pas juste la voiture. Il faut l'alimenter en hydrogène vert et il faut aussi la ravitailler. Et donc, ça veut dire les infrastructures pour la ravitailler. Donc, c'est vraiment un projet qui occupe toute la chaîne de l'hydrogène.
Alors on est donc sur un projet global à 3 leviers. On va s'intéresser plus particulièrement à 2 d'entre eux, au côté motorsport d'abord et puis après au côté promotion et pédagogie. Pendant on va parler du projet motorsport, on pourra peut-être passer en fond le film justement il y a un film sur les essais d'Imola, on va le passer sans le son même si l'hydrogène ne fait pas beaucoup de bruit, on va y revenir, mais sur les premiers tours de roue. Alors parlons de ce projet motorsport. Quand est-ce que ce projet est né? Vous avez parlé de 2015. Pourquoi évolution du règlement? Côté innovateur, c'est une course de prototype au Mans de tout temps. Comment vous l'avez déployé et surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on l'a déployé d'abord en créant un groupe de travail avec 8 grands constructeurs de tous les continents. Et donc, avec cet objectif qui était 2024, mais le Covid est arrivé un peu entre-temps, donc on a pris un peu de retard. Et pour 2025, donc d'élaborer un règlement pour que les constructeurs puissent venir gagner le Mans avec cette technologie. Et parallèlement à ça, je connaissais une société suisse qui s'appelle Green GT, qui avait créé dans un premier temps une voiture électrique de course. Rapidement, ils ont été aussi limités par la batterie et ils se sont lancés dans l'hydrogène. Et plus récemment, ils ont équipé une de nos voitures, on s'appelle Le Mans Prototype 3, peu importe, mais c'est la première base de notre pyramide de l'endurance. Et ils ont implanté une pile à combustible dans cette voiture que vous voyez. Et on a créé donc Mission H24. Il y a les missions spatiales, mais nous, c'est plutôt c'est une mission pour l'hydrogène. Et donc, en association avec Green GT, avec des partenaires comme Total Energy, comme Plastic Omnium, comme Symbio pour la pile à combustible, comme Ditzmann, qui est une entreprise qui fait de la maintenance dans les gros sites industriels. Et on a aussi Essilor et Richard Mille. Et donc, on a développé cette voiture qui est un démonstrateur. On essuie les plâtres, clairement. Parce que l'hydrogène, alors c'est l'hydrogène gazeux, on pourra parler d'hydrogène liquide après, parce qu'on en rêve un petit peu. Pour l'instant, on est sur du gazeux, donc pas facile à manier. Et voilà, remplir un réservoir d'hydrogène gazeux, c'est pas remplir un réservoir d'essence, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Total nous a construit une station mobile, puisqu'il faut l'emmener sur les différents circuits. Et puis, cette voiture, on a 2 générations. La première était assez lourde. Le poids, c'est un peu l'ennemi en hydrogène. Et donc, on a développé une deuxième voiture. On a gagné plus de 150 kg dessus. Et cette voiture doit courir. Donc, elle a fait ses premières courses il y a déjà un mois, puisque c'était à Imola au mois de mai. Et plus récemment, au Mans, où elle a couru dans une course support qui s'appelle Road to Le Mans. Et vraiment, là, on rentre dans une accélération parce que rouler en course avec cette voiture nous fait découvrir beaucoup de sujets à traiter. Par exemple, vous partez dans une course, s'il y a un safety car, en général, on en profite pour ravitailler. C'est une question de stratégie de course. Sauf que là, le réservoir, il n'est pas forcément vide avec l'hydrogène, il n'est pas forcément à la bonne température. Et donc, il faut régler tous ces problèmes de communication entre le réservoir et la station. Voilà, c'est des choses qu'on découvre, mais la course nous permet d'accélérer ce processus, puisqu'on va de 15 jours en 15 jours, donc il faut régler les problèmes rapidement. Alors, est-ce qu'elle a tenu la distance, je dirais, sur vos essais? On l'a dit, à Imola au mois de mai, au Mans, mais dans un autre contexte au mois de juin. Est-ce que les performances, en tout cas, étaient là? Alors les performances, elles sont là. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous connaissez un peu la course automobile, mais on a aujourd'hui, c'est notre objectif, les performances d'une GT3. Ce sont déjà des voitures qui vont relativement vite. Et donc notre voiture, elle se situe à peu près au milieu, en sachant que ça pèse encore plus de 1400 kg. Hein. Un prototype qui court au Mans aujourd'hui, il pèse 1100 kg, donc c'est beaucoup plus lourd. Mais elle a tenu la distance, elle a tenu les performances. Et finalement, les seuls soucis qu'on a rencontrés, c'est des problèmes de remplissage de réservoir qu'on va résoudre. On l'a dit, premier tour de roue là, qui viennent de s'effectuer, mais tout à l'heure, vous l'avez dit, objectif 2025 maintenant, une catégorie, un règlement particulier et des constructeurs on va passer d'un prototype à plusieurs voitures en course. Est-ce que vous êtes confiant sur ce timing maintenant, sur ces 3 ans qui restent encore pour résoudre les problèmes que vous avez et puis surtout pour que, au-delà du prototype, les constructeurs vous suivent dans ce défi? Alors ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tous les constructeurs travaillent sur l'hydrogène avec des approches qui sont parfois différentes, puisque cette voiture-là, c'est une voiture à pile à combustible, donc une voiture électrique qui ne rejette que de l'eau. Vous en avez d'ailleurs
ici, c'est de l'eau qui vient de cette voiture. Expliquez-nous justement ce que sont ces bouteilles. Je vous ai vu dans un film en boire. Oui, absolument. Si on refait un peu l'histoire, quand on a commencé à parler d'hydrogène en 2017, on a voulu déjà démontrer que ce n'était pas dangereux, parce que tout le monde avait en tête que c'était extrêmement dangereux. Et on a donc amené la voiture à Spa, en Belgique. Et il y avait M. Hololai, qui est le directeur des transports à la Commission européenne, et il y avait nos deux amis de ce matin. Et on a fait un remplissage de réservoir habillé comme ça. On a montré qu'il ne fallait pas un scaphandre pour remplir le réservoir. Et donc la voiture a fait quelques tours. On a récupéré l'eau qui sortait des premiers tours de roue. Et on a bu cette eau pour montrer que ça ne recrachait que de l'eau et que c'était pas dangereux. Ça, c'était le début. Puis après, il y a le reste de l'histoire que je vous ai raconté avant. Donc 2025, les constructeurs sont au rendez-vous et vont effectivement s'aligner. Idéalement, vous espérez combien de voitures en 2025 dans cette catégorie hydrogène? Alors, on espère avoir entre 2 et 3 constructeurs, donc entre 4 et 6 voitures dans un premier temps. Ça a pris un peu de retard parce que le Covid a retardé la nouvelle génération là qu'on vient d'introduire au Mans, mais on sait que des grands constructeurs qui sont chez nous aujourd'hui, comme Toyota, comme Peugeot ou d'autres marques, se préparent à l'hydrogène. Donc ça sera la suite. Est-ce que ça sera 25 ou 26? Ça, je ne sais pas encore vous le dire. Je voudrais qu'on parle de notre thème de l'après-midi, de l'acceptabilité. On va peut-être mettre, pendant qu'on parle, le deuxième petit film. On a un autre petit film sur une expérience que vous avez menée. Et c'est le troisième levier dont vous parliez tout à l'heure, la communication, la pédagogie autour de l'hydrogène. Et vous avez un terrain de jeu formidable que sont les 24 heures du Mans en juin. Et je crois que vous y avez, je sais que vous y avez déployé un village hydrogène. Normalement, on a une petite vidéo qui va se mettre en place. C'est l'occasion rêvée de pouvoir tester justement in situ en temps réel, au contact des vrais gens de la vraie vie, leurs réactions. Alors, c'est un formidable vecteur de ressenti et en même temps, le public automobile, on imagine que quand on connaît le public qui vient au Mans, ils ont dû regarder ça avec un œil un peu circonspect. Oui, on a eu quasiment 250 000 spectateurs qui sont passés au Mans cette année. Et je crois qu'il y en avait 4 500 par jour qui passaient sur ce village hydrogène que Carole Capitaine avait fait. Et donc, c'était vraiment des bulles où on pouvait découvrir ce que c'est que l'hydrogène, comment ça marche, à quoi ça sert. Et on a parlé aussi de formation, parce que c'est très bien d'utiliser l'hydrogène, mais il va falloir former tous les jeunes pour s'en occuper. Et il faudra faire de la maintenance, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des mécaniciens, il y a tout est à faire, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce projet. Et les gens sont venus, ils ont posé des questions, et dans l'ensemble, on voit qu'ils sont extrêmement intéressés, ils savent ce que c'est, ils ont compris que c'était des voitures électriques en tout cas, ou zéro CO2, parce qu'il y a des constructeurs qui commencent à parler aussi de mettre de l'hydrogène dans un moteur thermique aujourd'hui. Ils savent que c'est pas si dangereux qu'on le disait, que ça se manipule peut-être c'est un peu plus compliqué que l'essence, mais ils le savent, et tous disent que c'est l'avenir. Enfin, c'est en tout cas une des énergies d'avenir. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu de la relative non-dangerosité de l'hydrogène et que c'est une des solutions pour la décarbonation pour le futur. Alors est-ce que, pour parler du verre à moitié vide, pas très longtemps parce qu'on aime bien le verre à moitié plein, mais quand même, parlons-en, est-ce qu'il y a quand même des réticences que vous avez senties ou des inquiétudes ou des remarques vis-à-vis justement de ce prototype qui ont surgi? Quelle est la principale remarque qu'on fait ou le principal défaut qu'on lui trouve? Les défauts qu'on lui trouve, c'est qu'il n'y a pas de station. En tout cas, en France, on est très en retard. Donc, on commence à en avoir, mais je crois que là, il y a un gros travail à faire. Le prix, ça reste encore cher, mais l'électrique aussi coûte cher. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les deux plus gros reproches qu'on fait, parce que pour le reste, les gens ont vu que c'était... Par exemple, moi, je roule avec une Miraille, et donc une voiture à hydrogène, on l'emmène parfois dans des salons ou dans des manifestations avec du grand public. On a laissé le grand public la conduire et ils étaient très surpris. Ils ont vu que ce n'était pas une usine à gaz, il suffisait d'appuyer sur un bouton et ça roule comme une autre voiture. Donc
il n'y a pas de réticence de ce côté-là. Alors moi, j'ai une avant-dernière question, finalement, sur un des paradoxes. Ce qu'on aime dans la course automobile, ce que le grand public n'aime pas généralement, c'est les nuisances du bruit. Paradoxalement, quand on va dans une course automobile, et surtout une course comme la vôtre, on vient avant tout pour le bruit aussi des moteurs. C'est tout aussi important que ce qu'on y voit et ce qui s'y passe. Et là, on risque d'être frustré demain, effectivement, avec la diminution sonore des 24 heures à terme. Alors c'est un sujet, mais est-ce que la génération future sera attachée à ce bruit, je ne le sais pas. En tout cas, ça fait plus de bruit qu'une voiture à batterie. Je peux vous dire, moi j'ai piloté la voiture. Dans la voiture, ça fait du bruit parce qu'il y a un compresseur puissant. Et donc ce compresseur, il est en fonction de quand vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Donc ça fait un peu comme un moteur. Donc en tout cas, pour les pilotes, ça ne sera pas un problème. Et après, ça fait un bruit de turbine, ça fait un bruit d'avion en fait. Donc c'est un sujet, et c'est pour ça qu'il y a certains constructeurs qui, pour la course, disent finalement un moteur thermique alimenté par l'hydrogène, ça ferait du bruit. Est-ce que ça sera mieux pour la course automobile? Voilà, on est un peu à la croisée des chemins là. On parlait du village, je voudrais montrer aussi jusqu'où vous êtes allé avec un jeu pour les plus jeunes, mais pas que, et qui a permis justement d'avoir une approche ludique et pédagogique. C'est un jeu de plateau, hein, comme on dit, que vous avez expérimenté, je crois, pendant le village, justement, au mois de juin, qui permettait d'apprendre beaucoup sur l'hydrogène, de faire tomber quelques idées reçues. Est-ce que vous allez aller plus loin, le commercialiser, le diffuser? Écoutez, on y travaille. Il y a ce jeu, effectivement. On va aussi dans les écoles, en tout cas autour du Mans, pour former les jeunes à l'hydrogène. Et on a même développé, Carole a développé une petite voiture qu'on construit. On construit la pile à combustible, on prend de l'eau, une batterie, et on fabrique de l'hydrogène avec, et on fait avancer la petite voiture. Et ça a beaucoup de succès. Alors je vous écoute et puis je fais le lien avec Monsieur Edeline peut-être pour terminer. Vous êtes aussi à un stade de mise à disposition, de partage avec d'autres. Quand on vous écoute tous les deux, on se dit qu'il y a certainement, je ne sais pas quoi, mais certainement des choses à faire ensemble entre l'expérience ancienne, les infrastructures que vous avez, l'expérience que vous commencez déjà à avoir, puisque vous parlez justement de 2015, et puis cette volonté d'aller vers le grand public. Est-ce que l'espace, est-ce que le ciel et l'asphalte peuvent se rejoindre? Oui, ben je pense que lorsque les équipes de M. Fillon voudront passer à l'hydrogène liquide, ils seront les bienvenus. Hein. Je pense que pour ce qui est du gazeux, je pense que les technologies existent, les savoir-faire, etc. Mais quand vous passerez à l'hydrogène liquide, avec la problématique en particulier de la gestion de l'hydrogène liquide à bord, du remplissage de systèmes hydrogène liquide, il faut imaginer quand même qu'il y a des besoins de technologies spécifiques. C'est des choses qu'on a développées pour Ariane, qu'il faut adapter bien sûr pour ce type d'application, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire en la matière, des essais de sécurité. Voilà, donc vous êtes effectivement bienvenus sur notre site. Et je pense qu'on va venir vous voir parce que l'hydrogène liquide, on en rêve. Bien, vous êtes les bienvenus. Bah écoutez, ravi que cet échange ait pu se faire. Merci beaucoup à tous les deux de ces retours d'expérience, de ces témoignages, et puis qui montrent effectivement que vos champs d'investigation ne sont pas si éloignés et peuvent se rejoindre. Et puis peut-être rendez-vous dans quelques temps pour témoigner de choses que vous aurez pu développer ensemble autour de l'hydrogène liquide. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On va se faire oui, on peut les applaudir. On a fait le choix de faire la pause de l'après-midi assez rapidement. On s'est dit qu'un petit café, là, passer une première heure d'échange et de débat serait la bienvenue. Il est 15h15, on se donne une demi-heure de pause et là, on reprend à 15h45 précise. À tout à l'heure.